Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Jean-Luc Lemoine. L'humoriste compte de nombreuses cordes à son arc, chroniqueur, comédien, scénariste. La liste serait trop longue à énumérer par ici. Alors qu'il revient avec son spectacle Brut, en tournée à partir de novembre, Jean-Luc, tu es venu discuter fail, bide, échec, en gros, à l'appartement. Hello. Salut. Ça va ? Bah oui, je pense que je peux t'alimenter en fail. Génial, trop bien. Bon bah écoute, j'ai une carte SD toute nettoyée, donc on peut tenir à peu près 4-5 heures. Ça va être juste. C'est mon montage, surtout je suis en train de me dire que ça va pas me faciliter la vie. Si... Écoute, tu peux faire une saga. En même temps, on est là, on peut faire le Game of Thrones du bide. Trop bien. J'ai hâte d'être au mariage rouge de tes échecs. Ensemble, on va parler timing, entre autres, et on va parler de ce moment qu'on ressent tous à peu près, où on se dit mais quand est-ce que ça va décoller ? Ah ouais. Qu'on parle un peu à l'univers et qui ne nous répond pas. Oui, c'est vrai qu'on est. Moi, j'ai souvent été proche de Alien. Hein. Tu sais, ce film de science-fiction où on dit dans l'espace, personne vous entendra crier. Et moi, j'avais l'impression que c'était un petit peu ça. J'ai commencé à faire des sketchs. J'ai commencé au lycée. J'avais 18 ans et puis pendant 2 ans, 4 ans même, j'ai continué en parallèle de mes études. Okay. Et à 22 ans, c'était le grand saut. J'ai négocié avec mes parents parce que leur avis m'importait. Évidemment. De me lancer vraiment. Ils m'ont dit t'as été réformé de l'armée, t'as 1 an pour réussir. Évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Alors déjà, passer de l'armée à l'humour, je pense que tes parents, ils étaient en PLS, ils tremblaient tout leur long, non ? De toute façon, ouais, mes parents, si tu veux, je pense que c'était de l'inquiétude, mais ils m'ont jamais soutenu. Donc, je suis parti avec un petit handicap. Mes parents, quand on leur demandait ce que je faisais, ils répondaient à rien. Voilà. Donc, au niveau confiance en soi, c'est un peu difficile. Et puis surtout, ma mère me disait mais fais ça en loisir, mais comme si je faisais mon jogging quoi. Ouais. Alors que mes parents sont pas du tout du sérail, donc c'était très compliqué pour eux d'imaginer que je voulais faire ça. C'est pas un vrai métier et tutti quanti quoi. Ouais, c'est ça exactement. Et puis de toute façon, c'est pas pour toi. Toi, t'es là pour être dans le rang. Je crois que mes parents ont toujours voulu que leurs enfants ne fassent pas de vagues, quelles qu'elles soient. Donc c'était un peu compliqué. C'est un peu raté surtout du coup. Parce que... Mais ils ont été dans le déni pendant longtemps. Hein, tu sais, moi ils sont venus me voir sur scène au bout de 10 ans. Oh la vache. Donc pendant 10 ans, le rien, ça a duré 10 ans. C'est-à-dire que pour eux, j'étais dans une... Quand on demandait à mes parents ce que je faisais après, ils disaient mais quel dommage. Quel dommage, il a fait des bonnes études, il avait des capacités, il a tout gâché. Oh la vache. Voilà. Donc j'ai commencé le café-théâtre en groupe. Ok, donc à 22 ans. Ouais, j'avais un trio qui s'appelait les Cauchemars. Ok. Après, on a fait un duo qui s'appelait les Fourmis Rouges. Et puis je jouais dans les petits cafés-théâtres à Paris, je jouais au Blanc Manteau, aux Movies. Ouais. Après, j'animais en parallèle une émission de radio qui s'appelait le Top Has-Been sur Ado FM. Trop bien. Ouais, c'était cool. Comment t'es rentré là-dedans ? Par un pote qui faisait du café-théâtre, qui s'appelait Fabrice Blin, qui s'appelle toujours Fabrice Blin. C'était une émission assez surréaliste. C'était une hebdomadaire, on commençait à 22h. Okay. Et on devait finir à minuit. En général, on finissait à 3h du matin. Et comme il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de grille. Et à partir de minuit, on entendait des gens qui tenaient des propos inintelligibles. Parce incroyable. Que on buvait C'était beaucoup. les urgences un soir de 31 décembre. Un petit peu. Je vois. Mais il y avait des fans qui étaient là et qui nous suivaient. Et puis avec Fabrice Blin, on s'est dit tiens, on aimerait bien faire une pièce. Donc on a écrit une pièce qui s'appelait Mon colocataire est une merde, qui s'est jouée pendant presque 1 an et demi au point virgule. À 22h15, on blindait tous les soirs. C'était point virgule en plus, c'est classe. Ah ouais, c'était franchement. C'était en plus pour moi une petite victoire parce qu'à l'époque la directrice du point virgule était comme mes parents. Elle me disait que non, vraiment lui il faut pas. En fait j'ai rencontré que des gens qui m'ont dit il faut pas. Tout quand je passais des auditions, je te dis dans la loose, un des pires trucs qui me soit arrivé et c'est difficile d'y croire après, c'est que il y avait Philippe Bouvard qui faisait une émission Le Pied à l'étrier. C'était des primes et puis Bouvard pour ma génération, c'était quand on était enfant, regarder le théâtre de Bouvard qui a fait sortir Les Inconnus et les filles, Michel Bernier et tout. Et donc on y va, c'était une chance énorme. Puis c'est la référence quoi. Complètement. Et on fait une audition. On était 5
Et Bouvard fait c'est très très drôle. Et puis il nous prend vraiment en exemple. Fait, faut faire comme ces 5 là, ils sont très très drôles. Incroyable. Génial. Et donc on se retrouve sur le tournage du prime time de TF1, Le Pied à l'étrier, et on fait la répète. Et là d'un seul coup, Bouvard il change complètement d'avis. Et il dit oh, non, non. Et pire que ça, il dit il me dit vous avez une tête rigolote, mais vous avez la voix blanche. Non, allez, non à cause de lui on les enlève. Bah du coup on fait du théâtre muet si ça vous arrange et que ma tête est rigolote. Mais t'imagines surtout, c'est-à-dire que j'avais un groupe de 5 et on a été virés à cause de moi. À cause de toi. Ouais, donc tous les autres te regardent genre putain le boulet. Puis la déception, l'ascenseur émotionnel de malade quoi. Ah c'était abominable. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux pour dire regardez-nous ce soir à 20h30 sur, tu vois. Mais c'était que ça. En plus moi tu sais j'avais des trucs à régler avec mes parents. Bah ouais. Donc je leur annonçais que j'allais faire Bouvard et puis après j'étais obligé de leur dire. Des années plus tard, il y a une émission qui s'appelle Les News de Laurent Ruquier qui se met en place. C'était à 19h et à l'époque je connaissais un garçon qui s'appelle Christophe Alévèque. OK. Et qui nous fait faire, mon camarade et moi, on était dans notre duo Les Fourmis Rouges, des sketchs. On va tourner à Deauville, okay. Première semaine des news, qui marche moyennement pour TF1, mais qui marche. Et sympa, en plus, ouais, Deauville, tu dis bon délire, quoi. On fait on fait 2 trucs à Deauville, et je préviens mes parents, je passe lundi sur TF1 okay. À 19h. Incroyable. Il s'est passé un truc qui s'est jamais passé dans l'histoire de la télé. T'as Thierry Ardisson, producteur de l'émission, d'un commun accord avec TF1, qui annonce le lundi midi que vaut mieux arrêter l'émission tout de suite. Parce que ça marche pas assez. C'est pas possible. Ce qui fait que mes parents regardaient Alerte à Malibu. Et ils se sont dit, mais il est où exactement? Ils ont pris rendez-vous chez leur opticien. Ah, mais c'était, tu sais, t'arrives, oh non, t'as la queue entre les jambes, tu te dis, oh putain, je suis vraiment tricard, quoi. Ça me fait penser à une fois, je crois que c'est la première fois vraiment qui est imprimé dans mon cerveau à vie. Je venais de démarrer chez Cosmo et ça allait bientôt être le Festival de Cannes et j'entendais vraiment la rédac de tous les côtés, qui y va, qui ira, tu vois. Et évidemment, moi je me disais, je viens d'arriver, je ne suis même pas dans la course. Ouais, donc je restais sur le côté, humblement, tu vois. Et tout d'un coup, ma boss et ma big boss me font venir dans leur bureau et elles me disent, Pauline, tu pars au Festival de Cannes. Waouh. J'appelle ma mère limite en pleurs en mode I made it, tu vois. Bien sûr. C'était 10h du matin et la temporalité est importante parce que j'envoie des messages à tous mes meilleurs amis en disant voilà, c'est le rêve de ma vie. Bon, j'y suis arrivée, quoi. Et juste, j'ai eu ce petit instinct de me dire, je vais pas en parler sur Instagram encore, pas sur Facebook non plus. Et à midi, elles m'ont fait revenir dans leur bureau. Et elles m'ont dit, Pauline, tu ne pars plus, en fait, parce qu'apparemment, les billets de train sont pas payés par le groupe. Et donc, du coup, elles étaient affreusement désolées. C'était pas de leur faute. Quelle horreur. Oh, l'ascenseur émotionnel. Donc, pendant 2 heures, je suis allée dans ma tête au Festival de Cannes et c'était une belle époque. Angoisse. Ah, mais j'imagine. Ouais. Et comment tu t'es justifié, toi, alors, auprès de tes parents? Pour le coup, ils ont été compréhensifs. Ma maman, ouais, et un peu ma meilleure amie, tu vois, en ce sens, je lui ai dit, oh, je suis dégoûtée, elle était là, ma pauvre chérie, et c'est passé comme ça, quoi. Donc, bon, en l'occurrence, ouais, c'est non, cool. Moi, mes parents étaient moins compréhensifs. Ils se sont dit, on te l'avait dit de toute façon que tu perdais ton temps. Tu vois. Et en plus, Alerte à Malibu, c'était pas une super série, donc non. Vraiment, Et puis, j'avais pas le physique, très sincèrement. Petit air avec Pamela, quand même. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. De loin. De très loin. Et donc je fais tout ça et quand je fais après mon colocataire de merde, on nous achète la pièce pour faire un film. Wow. Donc on est super content avec mon camarade. On fait un film qui finalement sera très très loin de la pièce. Ouais. On fait un film qui s'appelle Recto Verso avec Smaïn et Michel Muller. Ok. Et voilà. Et puis suite à ça, moi, je commence à gagner un peu ma vie parce que jusqu'à présent, j'étais non imposable. Ouais. Donc ça faisait 6-7 ans que j'étais non imposable, donc vraiment un drame pour mes parents et même pour moi. Hein, c'était très très compliqué, je te cache pas. Et puis 6-7 ans, c'est dur de tenir sur la durée, de se dire allez, j'en chie vraiment sur une période donnée quand tu sais que ça a une fin. Ça va, mais 6-7 ans, il faut avoir les nerfs solides, quoi. Surtout quand t'as très peu de gens qui te
qui t'encouragent à continuer. Parce que j'avais plutôt des gens qui me disaient tu perds ton temps. Et en fait, je crois que ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai commencé à croire en moi quand je me suis rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup trop de monde sur le marché des gens qui croyaient pas. Ah ouais? Ouais, je me suis dit, il est embouteillé le marché des gens qui croient pas en moi. Je vais essayer il y a un marché de niche. Donc je vais essayer de croire en moi tout seul, mais J'y c'était vais en compliqué. trottinette. Ouais. Alors certes, ce Ouais. n'est pas une hybride. Bah, de toute façon, alors la seule leçon que j'ai vue, c'est que avec le temps, tu vois, ça fait presque 30 ans que je fais ce métier maintenant. Ouais. Il faut pas se comparer aux autres. Ce qui m'a sauvé, moi, tout au long de ma carrière, c'est que j'ai jamais été jaloux. Ok. J'ai été jamais jaloux de la réussite des autres parce que je me suis toujours dit, je serai jaloux de la réussite des autres le jour où on me prouvera que si les autres échouent, je vais réussir. Et j'ai tout de suite compris que c'était pas corrélé. C'est hyper puissant de penser comme ça. Qu'est-ce qui te faisait tenir? Mais tu devais avoir un instinct de malade. Pardon, il y a mon chien qui vraiment te drague. Ouais, mais Attends, je crois qu'on s'est trouvé. On s'est trouvé. Ah ouais, il y a eu un contact visuel. Alors je vais être très honnête, à force qu'on me répète que ça fonctionnerait pas, je me disais, je gagne du temps. Ah ouais. J'avais pas le choix, je me voyais pas faire autre chose. Je savais que tout ce que je ferais n'apporterait que frustration. Ok. Et je me suis dit, à un moment, tu vas être rattrapé par la vie, tu vas être rattrapé par la réalité économique, tu devras travailler, tu devras faire comme beaucoup de gens, un boulot alimentaire. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas gagner du temps. Waouh, Voilà. ok. Et j'avançais comme ça, donc j'avais des besoins très très limités. Je dépensais très peu de choses, et j'étais heureux parce que il y a plein de gens qui me disaient ouais, t'as connu la galère. Pour être très honnête, c'était pas la galère. Ouais. C'était pas la galère. J'avais pas du tout de confort matériel, bien au contraire. Mais je me sentais tellement privilégié de faire ce que je voulais que je crois que j'étais un petit peu idiot, quoi. J'allais jouer gratos partout. J'étais juste content de jouer. L'imbécile heureux, quoi. Vraiment. J'étais content. C'est le moment où j'ai commencé à payer pour jouer que je me suis dit bon. Ouais, non, mais c'est ça. Je me suis dit en plus, on peut être payé, c'est super. C'est clair. Bah voilà. C'est un peu fou ça. Et donc à ce moment-là, donc je commence à gagner un petit peu d'argent avec le cinéma, mais très très vite, je m'aperçois que j'ai pas le physique de l'emploi et pas l'expérience qui fait que je me retrouve à la table avec des Philippe de Broca, avec Alain Terzian qui venait de produire Les Visiteurs, et puis je me dis waouh, ah ouais. c'était gros quoi. C'était gros, et puis en même temps les films se montaient pas, et je commençais à être un petit peu en dépression parce que c'est la seule période de ma vie où j'ai arrêté de jouer sur scène, et j'ai toujours eu un lien très fort avec la scène. C'était mon poumon quoi. Et puis en plus de ça, tu reçois de l'amour et de la gratification en live. C'est ça. Alors qu'un film, quand il se monte, et en plus c'est pas le cas dans ton histoire, mais ça met quelques années avant de pouvoir avoir ce kiff. J'imagine qu'on devient un peu addict complètement aussi à ça. Complètement. C'était super difficile. Moralement, c'était terrible. Mais alors pourquoi est-ce que tu t'étais dit j'arrête la scène et je me tourne vers le cinéma? Parce honnêtement, c'était une opportunité. Okay. Les gens appréciaient plutôt ce que j'écrivais. J'avais écrit d'autres pièces à l'époque, et donc je bossais en script doctor. Et puis je me suis dit tiens, on va essayer. Et puis comme les films se montaient pas, à un moment je commençais vraiment à mal le vivre. J'ai l'impression d'être chez moi complètement désociabilisé. Et puis je me prenais des coups au moment de lire les scénars parce que en plus, en tout cas à l'époque, quand t'étais un jeune auteur, t'étais pas spécialement considéré. Et je trouve qu'il y a toujours un petit problème dans le cinéma français concernant les scénaristes, alors que ça devrait être un poste très valorisé, parce que sans une bonne histoire, c'est compliqué. Aux États-Unis, j'ai vu le parallèle France-États-Unis où c'est vraiment l'inverse, quoi. Ah bah c'est ça. Et puis ils sont syndiqués, c'est quelque chose qui est pris au sérieux, et ils peuvent arrêter la machine si vraiment ils le décident. En France, on a je pense que on a l'héritage de la nouvelle vague, où on a l'impression que un auteur, un réalisateur peut tout faire, et que le poste le plus important, c'est le réalisateur. Voilà. Okay. Et toi, t'as 26 ans, tu me disais tout à l'heure, c'est ça, à ce moment-là? Et t'es à la table avec de grandes personnes, en gros. Exactement. Et tu lèves le doigt pour parler, j'imagine. C'est ça. Et je me rappelle, je me suis retrouvé avec, c'était un scénario qui s'appelait Burgaroo. Burgaroo, c'était un scénario qui était un peu bizarre, mais qui était... Son nom l'indique, si je peux me permettre. C'était pour Smaïn, et l'idée, c'était un policier qui était un peu raciste, et qui se faisait mordre, et qui après se transformait en arabe la nuit. C'est marrant, c'est très drôle. Voilà, donc et puis donc évidemment, c'est tout le chemin pour plein de tolérance. Et c'était un scénariste qui l'avait fait et qui avait déjà pignon sur rue, un garçon charmant en plus, et on m'avait demandé de le réécrire.
Et je le réécris et je me retrouve donc en réunion avec la production, le scénariste en question, Philippe de Broca qui n'avait pas aimé le premier. Philippe de Broca, pour ceux qui, c'est quand même le magnifique, c'est les tribulations d'un Chinois en Chine. C'est moi, c'est le cinéma du dimanche soir. Donc moi j'avais, tu sais, j'étais au bord de l'autographe quand je le voyais. Ouais, je comprends. Et puis donc il dit elle est mieux cette version, et il se tourne vers le scénariste qui avait fait la première version, qui a été refusée, et il se dit on sent que vous avez bien travaillé. Et là on dit non c'est le garçon là qui a travaillé, et j'ai l'impression que ça le décevait. Il y a un truc à l'intérieur de lui qui s'est éteint. Ouais, genre ouais. Et finalement ça s'est pas fait, et puis je dis bon j'ai pas la tête de l'emploi une nouvelle fois, je suis pas à la bonne place. Et je me suis dit, quitte à, si tu fais des scénars qui se montent pas, c'est un boulot alimentaire. Donc, quitte à faire un boulot alimentaire, je me suis dit, je vais aller écrire pour la télé. Waouh, ok. Pour la télé, pour des jeux. Donc, j'ai commencé à écrire pour les amours, on faisait que les primes, j'étais avec un camarade de lycée, et avec qui je bosse toujours aujourd'hui. Et on a commencé à écrire pour les amours, pour des jeux comme les Cadox, des clips et des bulles sur M6. C'était très sympa, c'était très ludique, mais c'était du flux, et puis c'était pas tellement considéré. Et ce qui était terrible, c'est que quand j'allais sur les tournages, je croisais en fait tous les gens qui avaient commencé le Café Tête avec moi, mais qui eux étaient invités, et qui me disaient t'es invité ce soir. Je fais non, je suis auteur. Et là d'un seul coup, c'est mon pauvre petite chose. Tu vois, ils étaient, il y avait parfois un peu de compassion quand même. Il y avait de la compassion. Mais ils étaient tristes pour toi, et vraiment tu puais la loose quoi. Ouais. Tu méritais mieux. Ouais, genre t'es passé à côté. Oh, et puis c'est terminé maintenant. Ouais. Parce qu'on t'enferme quand même vraiment beaucoup enfant. Je me rendais pas compte de ça. Mais en discutant vraiment avec plein de personnalités, je me rends compte à quel point on nous formate à être dans des cases, alors que nous, on se rend même pas compte, tu vois. Ouais. Enfin, je dis nous, d'ailleurs pas du tout moi, les invités que j'ai pu recevoir. Et on te dit, toi, tu vas être comme ça. C'est ça. Ah bon, d'accord. Je savais pas. Bon. Mais c'est là où il faut faire attention, parce que ces mêmes personnes, quand ils se trompent, et que tu vas leur dire, mais tu sais que tu m'avais dit ça, il fait, ah bon. Ouais. Donc eux, il y a pas tant d'applications. Il y a beaucoup trop de gens qui donnent leur avis sur ce qui peut influer sur ta vie. Il faut vraiment savoir à qui tu donnes ce pouvoir-là. Ouais, c'est vrai. Et comment tu fais pour le garder en toi et pas le donner à quelqu'un d'autre, tu vois? C'est compliqué, parce que quand tu manques de confiance, t'as envie de trouver des béquilles partout. Mais de ouf. C'est compliqué. Je pense que avec le recul, je me suis dit, si j'ai fait mes 10 premières années professionnelles en groupe, c'est parce que j'avais besoin de ces béquilles aussi. Ouais. J'avais peur d'assumer mon écriture, j'avais peur d'assumer d'être tout seul sur scène, et je me disais que ensemble ça irait un petit peu mieux. Et puis donc j'écris pour c'est toutes ces émissions, et en parallèle avec un pote on crée un faux duo, parce que on faisait rire des copains, et on fait une émission pour c'était Paris Première, okay. C'était stand-up comédie, ça s'appelait, et on crée vraiment, en fin de soirée, un faux duo comique de comiques ringards. Très mauvaise idée. Parce que toi, tu sais que t'es au troisième degré, putain. Et les gens se sont dit, waouh. Et on avait créé Et on parlait de case, mais alors là, c'est plus la case, là, c'est c'est la mini boîte, quoi. C'est-à-dire que là, tu vas dans la scène et t'as mis toi-même tes bottes de plomb, quoi. de ouf. Et on avait fait un duo qui s'appelait Paco et Mick, et on était Paco et Mick, pas comique. Et, wow. Mais c'était très second degré. On faisait que des vannes pourries, mais exprès. Ouais. Et je me rappelle que certains humoristes, quand j'étais en groupe, qui me trouvait prometteur, qui allait voir, fait putain, le pauvre, là il est fini, quoi. Il a régressé à mort. Vache. Tu le savais ça à l'époque, ou tu l'as su après? Je l'ai su après. Et je sentais que j'étais devenu une petite chose. Surtout que c'est compliqué le milieu de l'humour, parce que t'as toujours le parfum de la nouveauté. Donc quand t'arrives, les gens observent ce que tu fais, puis au bout d'un moment, c'est très compliqué. Et faut toujours relancer une petite pièce dans la machine si tu veux rester, quoi. Ouais, complètement. Et puis tu les excites moins, tu fais plus partie de la nouveauté. Et donc avec mon partenaire de Paco et Mick, on s'est dit on va faire un vrai spectacle, et on va leur prouver que c'était de la déconne, quoi, tout ça. Ouais. Et donc j'arrive, tu vois, ça fait déjà 7-8 ans que je fais de la scène. C'est moi qui écrivais, j'écris beaucoup de sketchs. Et puis je sens qu'il traîne un peu la jambe. On fait un court-métrage ensemble, et il traîne un peu la jambe. Et au bout d'un moment, il me dit non, je le ferai pas. Wow. Et là tu dis putain, moi j'avais tout misé dessus, quoi.
Et puis t'avais jamais fait ça solo, donc Jamais fait ça solo. Dans ta tête, je pense que tu te disais, je peux pas faire sans lui, non? Pour moi, c'était impensable. Donc, Ouais. le premier réflexe, j'ai 29 ans. J'ai commencé 10 ans plus tôt. Je me dis, je vais trouver quelqu'un d'autre. Et puis, autant à 20 ans, t'as une énergie de groupe qui te porte. Autant à 30 ans, tu t'aperçois que on est tous dans des problématiques plus sérieuses. On n'a pas la même légèreté. C'est très difficile de créer un groupe artificiellement. Et puis c'est hyper dur aussi, je trouve. Moi là, je me rends compte, j'ai eu 30 ans cette année, que ça y est, tous tes potes commencent à avoir un niveau de vie supérieur. Ouais. Et au départ, ce qui posait aucun problème, le fait d'être dans la galère, parce que tout le monde était dans la galère, tout d'un coup, tu commences à te sentir un petit peu au bout de la file, tu vois. Exactement. Et c'est pour ça que j'avais fait... Donc tu peux moins te permettre de te dire, vas-y, on fait des groupes. Non, tu commences à avoir une pression de, ouais, mais il faut que je gagne ma vie. Ah, il faut que ça se passe maintenant. Ouais. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure que j'essayais de gagner du temps, en me disant, à un moment, je vais être rattrapé par la vie, là, je sentais la ligne d'arrivée. Ouais. La vie qui est là, bon marathon. Ouais, c'est foutu. Finisher. C'est foutu parce que ça fait 10 ans que tu fais ça. Ouais. Si, franchement, t'avais des choses à proposer, ça aurait dû se passer. J'ai croisé plus de gens qui me disaient que je perdais mon temps. Donc, c'est compliqué, quoi. Ouais, tu finis par écouter les voix aussi, quoi. Ouais. J'avais puis je te parle pas de comment ça a commencé. Hein, moi à 20 ans, je suis en trio avec mes copains et j'ai un producteur qui vient qui nous dit vous êtes pas comédien, vous êtes pas drôle, mais si vous êtes gentil, je peux vous faire de la télé. Wow. Mais ça veut dire quoi être gentil? Parce que je crois que t'as bien compris, ouais. Ok. Ouais. Et là, tu te dis, waouh, c'est dans quoi j'ai mis les pieds, quoi. Ah la vache. Ouais, ça a été, c'était chaud. C'était chaud. Ouais. Là, t'as pas eu de sas entre les deux, t'as pas eu de pédiluve. Non, rien. Dans le grand bain. Dans direct. le grand bain, sans savoir nager, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, je suis à 29 ans, j'ai mon pote qui vient de me plaquer, j'ai des textes, et puis je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais monter un truc artificiel, ça va pas fonctionner. Dans 2 ans, je vais me reposer à mes questions. Je dis, écoute, comme plus personne veut jouer avec moi, c'est le moment où jamais décidé tout seul, parce que de toute façon, si je le fais pas, j'aurais vraiment un gros regret toute ma vie. Et donc, je rentre en écriture. J'étais en couple à l'époque. C'était terrible parce que ma copine travaillait à Comédie, la chaîne qui venait de se créer. Okay. Et j'avais l'impression qu'elle partait le matin au boulot, elle rentrait le soir, et moi j'étais toujours dans mon salon et que j'étais. À manger des miel pups, quoi. Exactement, ouais. J'étais un monsieur canapé. Et donc l'image que t'as de toi, elle est assez déplorable. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué, ces déséquilibres. Je pense que la pandémie, ça a vachement accentué ça, entre autres. Où tout d'un coup, tu regardes l'autre et c'est plus très très séduisant. C'est ça. Donc moi j'étais, en fait, ça a été une période très fondatrice pour moi, parce que à cette époque-là, j'ai croisé des gens à Comédie. Il y avait des petits cocktails qui étaient organisés parce qu'il y avait des animateurs tournants dans la grosse émission. Okay. Et chaque mois, il y avait un truc. Donc, comme ma copine travaillait là-bas, j'y allais. Et c'est là où j'ai croisé un stagiaire aux cheveux gras qui s'appelle Cyril Hanouna, que j'ai croisé bien plus tard. Vaguement. Et voilà, qui faisait rire. Il était stagiaire bande-annonce. C'est sympa en tout cas que la chose que tu retiennes de lui, c'est ça. Il avait c'était la mode des cheveux gras, des casquettes Kangol. Est-ce que tu te rappelles les casquettes Kangol? Maintenant personne. Aïe. Ah ouais, c'était terrible. Depuis les gens ont découvert Head and Shoulders, ça a changé beaucoup de vie. Ça a changé beaucoup de choses. Mais avant que tu continues sur le petit stagiaire là, qu'on voit vaguement, d'un côté c'est une chance d'avoir une nana qui bosse chez Comédie, mais de l'autre ça doit être vachement dur aussi, non? Ça te foutait pas une pression? C'est-à-dire que elle croisait tous les jours des gens qui travaillaient, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça a été le début des Robins des Bois. Okay. Et puis c'était KDO, c'était tout ça. Donc oui, elle a eu la gentillesse de jamais me le faire remarquer, mais même toi, tu poses des questions, tu dis c'est difficile, tu passes toute ta journée avec des gens qui font le métier que j'aimerais faire, et tu rentres à la maison et tu te retrouves avec moi, c'est compliqué. Et puis c'est une question que je me serais posée aussi, c'est hyper humain de penser comme ça. Je pense, ouais. Quand t'es dans le même métier, dans le même truc, ça peut créer des compétitions et c'est assez rude. Ouais, c'est rude. Et puis donc j'ai écrit, je pense que j'étais dans Cyril. Alors Cyril, on se retrouvera bien plus tard. Moi je continue à écrire mon premier one man show et je pense que Alors il faut que j'explique quand même ce qui se passe. C'est-à-dire que
ta chienne a mangé son nonos et maintenant elle revient mais sans aucun scrupule. Et elle t'a léché le coude, je l'ai vu. Ouais, Vraiment. c'est ça. Excuse-moi, mais tout à l'heure tu m'as délaissé de manière dégueulasse et maintenant tu oses te pointer devant moi. Ah, c'est le monde rude du dating, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué. C'est la fille, elle est passée de table en table. Ouais. Finalement, elle a pas fait, bon allez, je reviens à l'autre là. Ouais. Lui, il était gentil et tu sais ce qu'on dit des gentils. Ouais, c'est ça. C'est moche ce que tu fais, vraiment. Et puis moi en parallèle, donc je rentre chez moi, j'écris mes textes. Donc j'étais dans un mood un petit peu vraiment dark. Donc j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête et j'ai toujours été plutôt humour noir. Et là, comme c'était dans un mood dark, j'ai écrit un spectacle mais d'un sombre. T'as même pas idée. On pourrait peut-être allumer la lumière. Ouais, c'est ça. J'ai fait c'était un spectacle à sketch, donc je jouais que des petits pourris du quotidien. Okay. Et donc je bricole un truc et grâce à mon agent cinéma, parce que j'avais quand même un agent cinéma qui m'a pas fait faire quoi que ce soit, mais qui en tout cas a réussi à m'avoir le petit Marigny, le théâtre Marigny et ouais et c'était et j'ai pu faire un showcase de mon spectacle. Mm-hmm. Donc je commence première au point virgule, je crois en juin 99 et le 13 décembre 99, je fais mon showcase. Mais alors pouce, tu le rôdes pas du tout? Tu fais pas des 5 minutes, 20 minutes? Si, je traînais beaucoup au Café Oscar, au Carré Blanc. Le Carré Blanc, ça n'existe plus, c'était un lieu assez magique où des gens comme Jean Dujardin et d'autres ont commencé. Non, je vois pas. Oui, je crois il a eu une récompense, une ou deux. C'est pas le mec sur Silence, ça pousse. C'est ça, exactement. C'est horrible. Pardon. C'était tu respectes rien, en fait. Tu respectes rien. Mais rien n'est personne. C'est terrible. Je suis connue pour ça. Et donc tu es je suis au Carré Blanc, je teste des choses et puis j'allais au plus difficile parce que Carré Blanc fallait c'était des plateaux, puis t'avais j'avais des potes, notamment les Dogs qui cartonnaient mais qui faisaient des trucs très visuels, très physiques. Okay. Et moi je passais derrière avec mes petits textes. Il y avait le présentateur qui me programmait presque par dépit, qui fait et maintenant l'intellectuel du café théâtre. C'était terrible. Donc tu rentrais sur ça, mais ce qui était bien c'est que les gens rentraient dans mon univers malgré tout. Et donc tu rôdes un petit peu. Je rôde un petit peu, ouais. Mais pas non plus de ouf. Non. Donc je me jette et puis je fais une connerie avant le 13 décembre. Je vais voir l'humoriste qui me faisait le plus rire à l'époque, Eddie Izzard, un Anglais qui est de passage à la Boule Noire. Eddie Izzard, c'est un Anglais qui est une référence pour beaucoup de gens depuis et qui faisait des spectacles. Alors c'était assez amusant parce qu'il remplissait des stades en Grande-Bretagne et en France il s'astreignait à jouer en français dans les toutes petites salles parce que c'est un Européen convaincu, donc il va faire la même chose en Allemagne, en allemand. Okay, wow. Donc c'était un petit peu compliqué et le mec il baragouinait quelques mots de français et malgré tout il avait une puissance. Incroyable. Et moi je vois ça 15 jours avant mon showcase et je dis pourquoi? Qu'est-ce que je veux faire là? Ça sert à rien. Ça sert à rien, quoi. Ouais, tu vois, tout a été dit, quoi. Ouais, j'aurais pas le niveau. Et je me lance quand même au culot comme ça. Et c'est vraiment, tu vois, 10 ans de scène. Je me dis, tout est foutu. Et c'est là où tout a commencé. Ouah, c'est ouf. C'est ouf. Ouais. C'est vraiment le syndrome de j'ai plus rien à perdre, quoi. Ah ouais, là j'ai fait tapis. Et quand je dis tout a commencé. Eminem 8 Miles de l'humour. J'aimerais tellement. Mais en fait, tu vois, tu sais, j'avais l'impression de faire du vélo avec des roulettes. Ouais. Là, par la force des choses, j'ai enlevé les roulettes et d'un seul coup, j'ai commencé à avancer. Et tout a commencé, tout s'est accéléré pour moi à partir du moment où j'ai accepté d'être seul. Et suite à ça, je suis sélectionné pour le festival Juste pour rire dans les révélations de l'année. Génial. Je pars jouer au Québec. Comme j'écrivais en parallèle pour la télé, donc un truc qui n'était pas spécialement sexy, mais je crois que je faisais marrer les gens en réunion. Le programmateur connaissait Laurent Ruquier, dit écoute, il y a un mec qui me fait rire, viens voir son showcase. Laurent Ruquier vient au Petit Marigny et pas de nouvelles. Et 6 mois plus tard, je reçois un appel en me disant est-ce que tu voudrais faire des essais à Europe 1? Et je dis oui. Oui, je veux bien. Et j'ai fait un an d'Europe 1 et suite à ça, il y a eu le lancement de On a tout essayé en quotidienne.
Et j'étais dans le bon wagon, je suis parti et c'est là où j'ai commencé presque par accident à faire de la télé et de la radio. C'est fou, c'est comme si... c'est peut-être un peu spirituel ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que l'univers t'a bien montré que fallait que t'aies confiance en toi en te mettant plein de petites difficultés à plusieurs pour que tu captes que c'était pas le bon chemin. Et à partir du moment où t'as trouvé ton truc, boum, quoi. Écoute, ouf, hein. ouais, c'était d'un seul coup, tout devenait concret. Alors, tu sors pas indemne de 10 ans comme ça. Ouais. T'as des stigmates, ce qui fait que moi, les premières fois où j'ai rencontré des petits succès, c'était pas, il y avait pas de jubilation. C'était du soulagement. Ah la vache. Tu vois la nuance. C'est-à-dire que tu dis, mais tu te dis, ça, c'est fragile, hein, c'est fragile. Donc, j'ai jamais été dans, la béatitude et tout. Après, il y a eu des moments absolument géniaux et Dieu merci, sinon ce métier n'aurait pas d'intérêt. Mais si t'étais dans la béatitude, tu serais pas non plus dans la réalité, tu vois. Ouais, t'as raison. Donc, mais en même temps, je pense que dans ce métier, il faut aussi qu'à un moment, moi, ça m'est arrivé, je t'avoue, d'envier des gens qui étaient moins lucides. Ah ouais. Ouais. Après, tu prenaient plus de choses dans leur Kellogg's Miel Pops. Ouais, c'est ça. Non, et puis après, tu t'aperçois aussi avec le temps que t'as plusieurs carrières, t'as des sprinters, t'as des marathoniens. Moi, j'ai compris assez vite que j'étais un marathonien. C'est-à-dire que j'installais mon personnage aussi, même en télé, je l'ai installé sur la longueur. Pas quand j'ai commencé, on a tout essayé. J'ai été le plus 1 du Bosque. Quand il faisait pas l'émission, je remplaçais Franck Dubosc, qui avait un personnage très défini de dragueur, un petit peu loose. Et j'étais produit par la même production que Franck, juste pour rire. Et ils me disent il faudrait que tu trouves un personnage parce que là les gens savent pas trop qui tu es, quoi. Puis t'es pas très souriant, t'es un peu pince sans rire. Donc fais gaffe, quoi. Tu peux être un petit peu glaçant par moment. Et je dis mais si les gens au bout de 50 minutes d'émission ils savent qui je suis, c'est que j'ai vraiment pas grand chose à proposer, quoi. Ouais, de ouf. Mais on était déjà dans cette vague. Et puis de toute façon tu le vois aujourd'hui. Hein. On te demande de plus en plus de caricaturer. Moi, j'ai eu la chance, jusqu'à présent, de pouvoir installer un personnage que il y a des gens qui me détestent, d'autres qui m'apprécient, mais en tout cas, les gens qui m'apprécient. Ça fonctionne tout de même quand on pense ça. C'est pas agréable pour autant, j'imagine. Mais tu te dis ça va titiller quelque chose chez les gens et j'arrive aussi à instaurer ce que je voulais instaurer, tu vois. Mais surtout, tu t'aperçois que ça t'appartient plus. Ah oui. C'est-à-dire qu'une fois que t'es médiatisé, les gens te collent une image et une perception de toi qui est des fois contraire à ce que tu fais. Tu peux faire ce que tu veux, c'est très difficile de faire changer d'avis. Mais alors ce personnage-là, c'était une manière de te protéger ou ça a juste été un moment où on t'a conseillé cette idée de pousser à fond dans le cynisme et ce personnage dont tu parlais? Non, c'est juste que à un moment je me suis dit je vais être moi-même. Ça sera la meilleure façon d'être constant. Ouais, de ouf. Et ça puis, doit être épuisant d'être quelqu'un d'autre, objectivement. Mais c'était un questionnement parce que tu vois, mon premier spectacle produit par Juste pour rire, je disais tiens, ma productrice un jour me dit écoute, on va faire un investissement sur toi. On va te prendre un coach parce qu'on pense que tu manques de confiance en toi. Et donc c'est un investissement assez conséquent, mais on pense que ça vaut le coup. Et c'est terrible parce que ça partait d'une bonne intention, mais moi j'avais pas l'impression spécialement de manquer de confiance en moi, et c'est comme si on te dit tu ne le sais pas mais tu es malade. Ou alors qu'on te dit t'inquiète pas, ton nez sera photoshopé sur la photo. C'est horrible. C'est horrible. D'accord. J'ai vu ça récemment. Ah ouais. Ouais. Oui, non, les dernières, je fais une émission sur France 3 qui s'appelle Samedi d'en rire. Et on fait une photo de rentrée. Et je fais ma photo avec mon équipe. Et en fait, on s'est beaucoup servi de la photo de la première saison parce que la deuxième saison, le photographe de lui-même m'a fait un Photoshop. Je crois que toutes les rides d'expression, il les a gommées. Il s'est dit, il va préférer. Mais c'était horrible. On demandé par ailleurs. Ah là là, mais j'avais un den boxeur, je ressemblais à rien. Mickey Rourke. Ah oui, non, mais c'était terrible. J'étais figé. Et j'ai dit, mais non. Pardon. C'est terrible parce que, tu sais, quand d'un seul coup quelqu'un prend l'initiative, tu dis, mais si ça se trouve, je suis pas lucide sur mon état. Et puis le mec, genre, vraiment, il a dû y passer des heures en disant, il va être content. Ah, c'est ça. Mais je te montrerai tout à l'heure. Oh ouais. C'est abominable. On vous mettra les coulisses. Et donc, j'ai traîné avec ça. Et donc,
quand on m'a dit tiens, on va te prendre un coach ouais. pour ça m'a déstabilisé pendant je sais pas combien de temps et finalement j'ai refusé parce que je me suis dit stop. Là pendant des années t'as prêté le flanc à tous les gens qui disaient que tu perdais ton temps. Ouais. Maintenant en analysant est-ce que tu en as vraiment besoin? Je dis non, je suis ce que je suis avec ma confiance parce que pour monter sur scène tout seul, faut quand même avoir un minimum de confiance. Ouais. Mais et ma fragilité mais qui fait aussi ma personnalité et j'ai envie de garder ça. Voilà. Okay. Après, au moment du grand bilan, j'essaierai de voir si j'avais raison ou pas. Moi, je trouve ça hyper puissant parce que juste, t'as décidé de plus écouter les voix extérieures, mais d'écouter la tienne. Donc, c'est quand même chouette et tu te dis, il y a une sacrée avancée dans sa vie quand on est capable de faire ça. Tu vois. Je pense aussi, ouais. Ça, je pense que tu peux pas le faire dès ton 2e jour, en rodage, avant ton showcase. C'est pas possible. C'est un truc qui se passe après des années. Ouais. Donc, non, au contraire, c'est trop cool. Pour le côté photoshopé, un peu moins. Donc, je suis d'accord avec toi. Et avec le recul, cette période-là où tu t'es dit, je vais avoir 30 ans, ça fait 10 ans, tout le monde me dit que c'est mort. J'arrive à gagner ma vie, mais je suis pas du tout là où je voudrais être. Bon, bah, peut-être qu'il faut que je change de voie, ou peut-être que... Qu'est-ce que t'aimerais te dire rétrospectivement parlant? Je suis pas certaine de ma phrase, mais vous avez compris. Non, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'ai commencé le seul en scène, ça m'est arrivé. Je me rappelle, il y avait quelqu'un. J'ai commencé en trio, je te l'ai dit, et on faisait notamment une soirée toutes les semaines au Folies Pigalle. Ok, trop cool. C'était chouette, c'était la manif et on improvisait un spectacle toutes les semaines. C'était une école incroyable pour moi. Ah ouais. À l'époque, il y avait Christophe Lévesque, donc il y avait Stéphane Guillon, il y avait les débuts de Jamel, de Eric et Ramsey, Gad Elmaleh commençait à montrer le bout de son nez. Donc c'est ça. Quand je te disais, moi, je suis pas jaloux des autres. J'ai vu plein de gens qui ont commencé en même temps que moi ou après moi et qui m'ont dépassé et qui ont fait un sprint vers le succès. Ouais. Mais j'étais content pour eux, franchement, sincèrement, parce qu'ils le méritaient. C'était leur moment, c'était pas le mien. Et pourquoi je te parlais de ça Non, mais c'est sur cet espace-temps, un peu ce fuseau horaire, tu vois, ou de ce moment un peu où t'as 30 ans, où t'es là, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis sûre que je veux continuer? Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ce Jean-Luc? C'est-à-dire que t'as une écoute ta voix, parce que de toute façon, dans les moments difficiles, après ces moments-là, moi, ça m'est arrivé, mon spectacle un jour, j'avais 2 personnes. Et donc, et dans les 2 personnes, j'avais un comédien, pote, et j'avais une fille qui m'avait connu à l'époque du Folies Pigalle. Et qui m'aimait beaucoup et qui trouvait que j'avais beaucoup de talent. Et à la sortie, c'était terrible, j'ai fait le spectacle pour 2 personnes. Donc, tu vois, la tristesse totale, quoi. Et puis, tu te nourris du public pour faire ton spectacle. Voilà. Là, et la fille est venue me voir à la sortie, me fait, je lui dis, bon, moi, je voulais juste savoir si elle avait aimé ou pas. Elle me fait, c'est bien ce que vous faites, gardez confiance. Et elle est partie. Et elle était peinée. Je crois qu'elle était fondamentalement peinée pour moi. Et tu sais, c'est quand d'un seul coup, tu vois dans le regard des gens qui t'aiment de la peine. C'est-à-dire que. Oh la vache. Mais dans ces cas-là, tu te dis, moi, ce qui m'a sauvé, c'est que dans ces moments difficiles, je rentrais chez moi. Sur le chemin du retour, je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça exactement? Est-ce que je me déteste autant que ça? C'est hyper violent. Et puis le lendemain, je me dis, j'ai envie d'y retourner. Et c'est là où, voilà, ce que je veux dire, c'est que l'essentiel, c'est de savoir si ton moteur est bon. Si tu y vas pour la gloriole, n'y va pas. N'y va pas, c'est trop difficile. Tu vas avoir tellement de désillusions. Par contre, si dans les moments difficiles, tu as envie d'y retourner, accroche-toi. Et puis après aussi, ne t'enferme pas dans... Moi, j'ai réussi à avancer dans ma carrière en acceptant de faire toujours 2 ou 3 pas en arrière. Et de passer, pas par la voie royale, passer par un chemin détourné. Et c'est toujours ça qui m'a souri. J'ai un parcours particulier, mais qui se reproduit dans tout. C'est-à-dire que j'ai à peu près raté tout ce que je voulais réussir, et j'ai réussi tout ce que je voulais rater. C'est dingue. On veut tellement pas lâcher parce qu'on nous dit tous, faut pas lâcher, faut être hyper fort. Mais t'oublies un peu pourquoi tu le fais et t'es plus dans la bonne direction. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est difficile, c'est difficile, surtout quand tout au long de ton parcours, t'as l'impression d'avoir raté des rendez-vous. Parce que j'en ai eu plein. Je peux t'en donner un autre, t'en fais ce que tu veux. Sur 30 ans de carrière, en même temps, comment tu évites ça? Ah bah ouais, ça. Et là, je te parle que de la partie
avant que je sois un peu médiatisé, Ok. hein. Parce qu'après, Ouais. j'en ai connu plein d'autres. Mais Ce sera dans la deuxième saga quand Netflix aura acheté la saison 2. exactement. Mais notamment un jour, je suis avec des potes et Mhm. puis il y a une grosse scène ouverte qui est au Théâtre Trévis, qui avant était au Café de la Gare, s'appelle le Ok. Field. Ah ouais, le Café de la Gare, j'en ai entendu parler. Voilà. Et je fais une improvisation sur scène. Et dans la salle, il y a un mec qui est là et je savais pas, il recrutait des talents. Ah, Il sort du truc, alors que moi c'était une impro vraiment, ok. c'était même pas un sketch préparé. Il prend 4 personnes. 4 personnes, il y avait Fred Bourali, qui après est devenu José dans Scène de ménage. Ok, trop Fred Bianconi, qui après a joué dans Engrenage. cool. Ok, Il y avait moi, ouais. et il y avait un jeune mec qui s'appelle Jamel Debbouze. Et donc on se retrouve tous les 4 en audition à Radio Nova. Waouh. Voilà. Et Fred Bourali, je crois, finalement ne décline et se présente même pas à l'audition. Moi et Fred Allez Bianconi, hop, ça fait un de moins. Ouais, c'est Très ça. bonne idée. Et avec Fred Bianconi, on y va et on n'a pas été pris. Et le seul qui était pris, c'était Jamel. Et après, Jamel, ce qui le méritait très sincèrement. Et nous, mais à chaque fois qu'on a un seul coup, tu dis t'as l'impression que il y a eu une petite éclaircie, il y a les planètes sont enfin alignées pour toi. Ouais. Et tu dis ben non. Ouais, c'est ça. Reste humble. Voilà, c'est ça. Donc ça m'a appris à prendre beaucoup de recul sur tout ce qui m'arrivait et de tracer ta route, quoi. Ouais, voilà. Ça motive, ça fait du bien ce que tu racontes. Non pas que je te souhaite d'échouer mais juste se dire, ok, chacun son fuseau horaire, encore une fois. Certains vont être des sprinteurs hyper intéressants, d'autres des marathoniens. Bon, bah c'est comme ça, mais tant que t'avances et toi t'as toujours été dans un processus de continuer d'avancer, c'est ça le plus important, quoi. Bah c'est ça. Et puis voilà, je pense que à un moment, je trouve que c'est un âge charnière, hein, comme la trentaine. C'est là où d'un seul coup tu te dis attention, parce que si tu prends le mauvais virage, est-ce que tu vas pas dans le mur? Voilà, donc il faut faire un bilan honnête et puis se faire confiance aussi, quoi. Ouais, et puis y aller étape par étape, jour après jour, et pas se mettre je sais pas, de challenge trop écrasant aussi, je pense. Non, et puis surtout moi je suis toujours très admiratif de tous les parcours de vie et ce que je trouve formidable, c'est que tu vois, moi quand j'étais étudiant, t'avais des voies royales, t'avais des voies mathématiques, tout ça, et puis dès que c'était des trucs genre tu vois ceux qui finissaient, il y avait les littéraires, et puis après t'avais aussi ceux qui faisaient des BEP et tout, et tu te disais bon c'est un peu la voie de garage, et ce que je trouve absolument fabuleux, c'est qu'aujourd'hui maintenant tout ça c'est obsolète, vraiment pour moi, et tu donnes du talent où tu veux, à ce que tu veux. Moi pas très loin de chez moi, il y avait un boucher qui avait une hype incroyable, et le mec donnait du talent à ça, quoi. Un électricien peut donner du talent à ça, et c'est ça qui me rassure, surtout que dès que d'un seul coup tu donnes de talent à ce que tu fais, quel que soit le domaine, les gens te repèrent très très vite, quoi. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Et puis il y a pas de voie royale, il faut accepter, on est toujours écrasé par un modèle qui est la réussite à tout prix et tout. Non, il faut. Moi, le vrai luxe, j'ai des enfants maintenant. La question se pose de se dire qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Bah ouais. Et je leur dis, écoutez, faites ce que vous voulez, mais faites-le avec passion, quoi. Ouais. Ça, c'est le seul truc que je leur demande, même si c'est un vœu pieux. Hein, tu sais pas ce qui va se passer. Oui, mais ça leur donne de bonnes bases, des bases saines. Et je pense que tu leur diras pas qu'ils font rien. Et non. On apprend des erreurs, hein. Ça s'appelle la leçon probablement. Exactement, ouais. Non, c'est super important. En revanche, de trouver quelques personnes qui sur ton chemin quand même te donnent un petit peu d'oxygène. Moi, tu vois, il y a un truc. Mes parents étaient plutôt taiseux, quoi. Et quand j'avais 24 ans et que j'ai commencé à bosser sur ma pièce. Mon colocataire est une merde. On a été mis en scène par un metteur en scène qui s'appelle Philippe Soyer. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est un jour comme ça, de but en blanc, il fait, au fait, tu sais que je t'aime. Wow. Et moi, je lui dis, comment ça? Bah, je t'aime, quoi. Trop mignon. Ça m'a déstabilisé. Entre hommes, en plus, c'est beaucoup plus rare. On ne l'avait jamais verbalisé comme ça, de manière aussi crue. L'énergie que ça m'a donné. Ah ouais. C'est hallucinant.
hallucinant. Donc, je fais attention aujourd'hui à bien dire aux gens qui comptent pour moi, pas toujours, je dis pas toujours ça, je vous aime, tu vois, mais de leur faire comprendre qu'ils sont précieux pour moi et qu'ils ont de la qualité, c'est ça, voilà. Ouais, donc c'est super important de bien s'entourer et surtout pas donner le bâton à des gens qui le méritent pas. Oh, de ouf. Et pas donner son estime de soi trop dans les mains des autres, ça aussi. Il y a eu beaucoup de leçons dans cet épisode. Je vais mettre sur mon petit carnet, j'ai pas mal de choses à retenir. Merci beaucoup. Merci Pauline. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Quelle humilité, je trouve, pour un parcours aussi dingue que celui de Jean-Luc Lemoine. Je suis assez bluffée. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.